Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Bonjour David. Bonjour Bipan. Bienvenue sur ce plateau des humanités. Merci de dans ce m'avoir nouveau, accueilli. dans ce nouveau studio. Je vais donc d'abord te présenter pour nos auditeurs et je vais un peu te présenter ton CV et tu me confirmeras si les informations que je donne sont correctes. Bien sûr. Tu es professeur associé en finance à l'ESCE International Business School à Paris. Oui. Tu as un doctorat en sciences de gestion de l'Université de Lille obtenu en 2019. Oui, c'est bon. Tu as 11 publications dans des journaux scientifiques à comité de lecture classés FNEJ. Oui. Tu as 2 articles publiés dans des journaux non classés FNEJ. Oui, surtout sur la faillite. Oui. Et tu as aussi 13 articles de vulgarisation de la recherche scientifique, dont une grande partie de ces articles est centrée autour de notre thème d'aujourd'hui. Oui, évidemment, c'est toujours la faillite. Donc, un sujet que je trouve très intéressant. Donc. D'accord. Ces travaux ont été présentés lors de 21 conférences scientifiques. Oui, c'est ça. Alors, quand on présente tout ça, on oublie ton âge, je y reviendrai tout à l'heure. Tu as aussi 3 chapitres d'ouvrages traitant de la défaillance des entreprises. Oui, c'est bon. Et tu as un livre labellisé FNEJ dont nous allons discuter dans ce podcast. Oui, c'est ça. Il a été labellisé cette année. C'est le livre. Et enfin, étant enseignant-chercheur moi-même, c'est déjà une très belle carrière que tu as, un très beau parcours pour un jeune enseignant-chercheur. Merci, Bipan. Et donc, on va discuter de cet ouvrage que tu as coécrit avec un professeur Eric Séverin qui était ton directeur de thèse. Et cet ouvrage est intitulé Zombification et faillite. On va essayer de présenter ici Déterminants, enjeux et perspectives, qui est publié aux éditions EMS Management et Société et labellisé FNEJ. Donc le FNEJ, c'est un mnémonique que je vais peut-être présenter pour nos auditeurs, qui veut dire Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Et pour un petit peu présenter le contexte de notre discussion, David, donc j'ai lu que en 2021, environ 6 à 7% des entreprises cotées dans le monde, essentiellement les 20 plus grosses économies mondiales, pouvaient être qualifiées de zombies. Oui, c'est ça. Donc, on a vu que récemment, le nombre des entreprises zombies, il a beaucoup augmenté. Et spécialement, c'est un terme qui est revenu dans le public les années précédentes. D'accord. Et donc, on va aller discuter un peu plus en détail de ce que tu parles dans ton livre, qui est spécialisé sur la zombification et la faillite des entreprises. Donc, c'est naturellement que je vais démarrer par te demander, qu'est-ce qu'une entreprise zombie? Bon, d'abord, il faut savoir que même si c'est un terme que les récemment entendu, les entreprises zombies, ils sont apparus dans les Japon dans les années 90. Et pour définir surtout les entreprises qui ne sont pas ni pleinement vivantes, ni officiellement mortes. Donc, ça veut dire qu'on peut définir, en gros, une entreprise zombie comme une entreprise qui doit se retirer du marché parce qu'il a perdu sa viabilité économique, mais que par contre, il continue à fonctionner. D'accord. Et quand tu parles viabilité économique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Surtout, c'est une entreprise qui n'est plus solvable. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des difficultés pour payer ses prêts, qu'il n'y a pas la solvabilité nécessaire pour faire face à ses obligations. C'est-à-dire qu'elle génère plus suffisamment de revenus pour pouvoir payer ses dettes. Justement, c'est ça. D'accord. Donc, la question suivante, qu'est-ce qui emmène à la zombification d'une entreprise? Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs, mais on peut en souligner 3 en particulier. Premièrement, c'est la faiblesse des banques. D'accord. Donc, ça veut dire quand le bilan des banques c'est assez déprécié, ils vont essayer de reconduire les prêts avec les entreprises pour éviter les pertes et qu'il y a une influence sur ces bilans et de tomber dessus les exigences minimales. Donc, les banques, ils vont maintenir en vie ce type d'entreprise, ils vont les soutenir financièrement pour éviter ces pertes. Deuxièmement, il y a aussi les poids politiques, parce qu'évidemment, les gouvernements,
il y a un intérêt en soutenir les entreprises, même s'ils sont en zombie ou en difficultés financières très importantes, pour maintenir la stabilité sociale et pour garantir la protection de l'emploi. Et troisièmement, c'est aussi les créanciers, parce que, évidemment, ici, ils vont soutenir les entreprises en difficulté pour éviter aussi les pertes lourdes et un effet contagion dans lequel on peut revenir un peu plus tard si vous voulez. Donc, en résumé, on voit qu'il y a une interdépendance entre les entreprises en difficulté et les prêteurs, qui finalement il conduit à la création des entreprises zombies. D'accord. C'est intéressant parce que, si je comprends, c'est un petit peu un cercle vicieux Justement. où une entreprise qui n'est peut-être pas en bon état de fonctionner financière, eh bien, les banques essaient de reconduire la dette pour qu'elle puisse vivre, les politiques parce que il faut pas qu'il y ait de perte d'emploi, les créanciers parce qu'ils ont peur de ne pas avoir leur remboursement, et le risque aussi, c'est que surtout si c'est une entreprise qui est un peu importante, parce que les entreprises sont interdépendantes, c'est que si une grande entreprise fait faillite, le risque c'est que tous ces petits fournisseurs aussi risquent de faire faillite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on appelle l'effet contagion. D'accord. Donc, l'effet que si une entreprise fait faillite, il peut influencer aussi à les prêteurs qu'ils peut-être ils vont faire faillite aussi. Donc, il y a ce circuit un peu vicieux dans lequel on voit l'interdépendance entre ces trois éléments en particulier et les entreprises qui amènent à la création et à la zombification des entreprises. D'accord. Et c'est intéressant. Est-ce que tu as peut-être des exemples ou des cas où, par exemple, la faillite d'une telle entreprise grande a généré la faillite de d'autres entreprises dépendantes? On a vu ça peut-être aussi, on peut parler un peu de la crise financière, Mhm. donc dans les banques où plusieurs banques ils sont tombés en faillite parce que ces clients ils ne peuvent plus rembourser ses dettes. Donc, il y a toujours cette interdépendance et cet risque dans lequel il faut les mesurer et il faut les éviter le plus que possible. D'accord. Et donc, une question qui se suit, c'est qu'une crise économique peut avoir aussi un effet important sur ces entreprises. Par exemple, on a eu récemment la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Donc, y a-t-il eu une augmentation des entreprises zombies pendant cette période ou après cette période? Et oui, on a vu que pendant la pandémie du Covid, il y a eu une forte augmentation des entreprises zombies. Pourquoi? Parce que les gouvernements et aussi les entités publiques, ils ont soutenu très fortement tout type d'entreprises. Donc, au lieu de trier les entreprises par la solvabilité ou la probabilité de continuer à opérer dans le marché, ils ont soutenu tout type d'entreprises. Donc, évidemment, il y a un groupe d'entreprises qui étaient déjà dans une difficulté financière très importante, qui continuent dans le marché parce qu'ils ont obtenu le soutien financier. Donc, ça veut dire qu'ils sont devenus zombies et restent uniquement dans le marché grâce à le soutien financier. Et c'est un cas qui est généralisé à travers le monde, enfin, si on parle des pays les plus développés ou les... Oui, c'est un cas où il a été développé dans tout le monde, comme vous avez cité, et spécialement, c'est un cas très important dans la Chine, par exemple, où évidemment, le gouvernement, il a une influence très importante sur les entreprises. Donc, il y a un intérêt de soutenir les entreprises, même s'ils sont en faillite. D'accord. Et on a vu que dans les années récentes, cet phénomène maintenant s'est installé dans l'Europe et surtout à travers des soutiens financiers à cause de la pandémie. D'accord. Et donc, très probablement, donc, en France, par exemple, ou en Chine, comme tu as parlé, les prêts garantis par l'État auraient donc pu jouer un rôle dans la zombification des entreprises? Oui, en effet. En fait, comme on a dit tout à l'heure, le fait que l'État il a soutenu ou il a donné les soutiens financiers à tout type de entreprises, ça fait un triage par rapport à la solvabilité ou ses apports dans le marché.
il a fait que plusieurs entreprises sont devenues zombies. Donc, on a vu une forte augmentation grâce au soutien des PGE. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas si ce sont des données qui sont publiques ou pas, mais par exemple, d'un point de vue pourcentage d'entreprises zombies avant la Covid et quelques années plus tard, est-ce que ça a augmenté, ça a baissé? Qu'est-ce que tu as une idée? Et je pense avoir entendu un article publié dans The Conversation qu'ils disent qu'il y a eu une augmentation de 10% des entreprises zombies avant et après D'accord. la pandémie. Donc, évidemment, c'est un pourcentage très fort et qu'il y aura une influence très importante peut-être dans les années à venir. Mhm. Et c'est intéressant parce que euh, s'il y a une augmentation de 10%, il y a eu un financement de l'État pour soutenir. Et la question qu'on peut peut-être se poser, c'est que est-ce que la quantité de financement qui a été apportée est égale au coût économique si elle devait faire faillite? Est-ce que c'est égal, c'est inférieur, c'est supérieur? Bon, on peut dire que c'est un peu supérieur parce que finalement, c'est des moyens financiers qui sont très difficiles de récupérer. Parce qu'évidemment, déjà d'abord, ces entreprises, avant d'avoir reçu ces soutiens, il y avait déjà vraiment des difficultés pour pouvoir les rembourser. Et après les avoir reçus, mène au supérieur. Donc, évidemment, le fait qu'ils sont maintenus en vie, il peut augmenter les coûts dans l'économie et les risques, évidemment, pour les autres types En d'entreprises. fait, on a une boucle où, avec un financement, bah, ils sont vivants un peu plus longtemps, mais ils ont plus en plus de difficultés à rembourser ça parce qu'ils ont plus en plus de dettes. Justement, justement. Et en plus, nos estimations ils concluent qu'une entreprise zombie, il peut continuer à exister pendant cette année avant de tomber en faillite. D'accord. Donc, évidemment, les risques qu'il pose, il va en augmentation pendant qu'il continue à rester en vie. Oui, c'est intéressant. Et ma question suivante est, quelle est la durée de vie restante d'une entreprise zombie avant sa faillite? Bon, évidemment, il y a plusieurs facteurs, mais principalement deux. Le premier, c'est le soutien financier. Donc, évidemment, si une entreprise, il va continuer à recevoir les soutiens financiers, ça, il va prolonger la vie dans le marché de cette entreprise. Et la deuxième, c'est un peu la volonté du manager, où il y a vraiment un facteur culturel très fort. Parce qu'il y a certains managers qu'ils vont fermer l'entreprise quand ils retrouvent des difficultés très fortes, donc quand l'entreprise il a été zombifiée, alors qu'il y a des autres qui vont essayer de continuer même en face de cette difficulté financière. Donc, ce facteur culturel, c'est très important. D'accord. Et tu as effectivement parlé du manager et du management, hein, de l'exécutif, qui peut être influencé par leur culture. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Est-ce que tu as vu des différences? Tu as parlé de Chine tout à l'heure. Oui, en fait, quand on a fait une étude comparative entre les pays asiatiques et les pays européens ou américains, on voit c'est un facteur culturel. Donc, par exemple, en Chine, à cause de les collectivismes, ils vont essayer de rester en vie et de contribuer au plus que possible à maintenir en vie l'entreprise. Alors que dans les pays plus individualistes, ils vont essayer, donc quand on trouve des difficultés, ils vont fermer et ils vont peut-être recommencer ou éviter les pertes plus grosses. Mais Très bien, très très intéressant. Euh, et est-ce qu'il y a des déterminants particuliers et des trajectoires particuliers de ces entreprises zombies vers la faillite, où tout le monde a quelque chose de très euh, typique? bon, en fait, on peut les diviser en des groupes. Donc, il y a un groupe dans lequel ils tiennent toujours en difficulté financière, donc ça veut dire qu'il avait vraiment des difficultés pour rembourser les prêts et il y a un point où ses capitaux propres ils deviennent négatifs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont plus de solvabilité pour rester dans le marché. Et il y a des autres entreprises qui ont des difficultés à payer ces prêts, mais par contre, ils ont les ressources suffisantes pour se maintenir en vie.
Donc, on peut distinguer ces deux groupes-là. Les premiers, ils vont tomber en faillite un peu plus rapidement. Les deuxièmes groupes, ils vont rester dans les marchés un peu plus long. D'accord, d'accord. Donc, je reviens à la question suivante, c'est est-ce qu'on peut prédire la faillite d'une entreprise? Et tu parles dans ton livre d'un processus stylisé. Donc, est-ce que tu peux développer ça? Oui, en fait, actuellement, avec les moyens qu'on possède, on peut dire qu'on peut prédire la faillite dans les 80% des cas, dans les 90% des cas. Évidemment, on ne peut pas prédire la faillite dans 100% parce qu'il y a certaines circonstances qui sont imprévisibles. Donc, par exemple, on peut parler de la maladie du président. Donc, si le président tombe malade, peut-être il doit fermer son entreprise, ou également un catastrophique environnemental ou la pandémie qu'on vient de passer. Donc, il y a ces facteurs un peu extérieurs qui sont imprévisibles qui ne nous permettent pas de prédire la faillite dans 100%. D'accord. Et en plus, il y a des autres facteurs que c'est dans le développement du modèle. Parce qu'il faut savoir que la plupart des modèles de faillite, ils se basent sur les informations financières. Mais là, on doit se poser la question sur la qualité de l'information. Parce qu'il y a des moyens que les entreprises possèdent pour pouvoir manipuler ou altérer ces informations. Et on connaît bien les cas d'Enron, de Wirecard, où les comptes financiers ont été manipulés. Donc, évidemment, avec ces pertes de qualité, ils rendent plus difficile prédire la faillite ou que les modèles soient plus précis. D'accord. Et tu as parlé de ces 20% donc où c'est difficile, qui peut être lié à tu parles maladie du président, mais dans ce cas-là, c'est essentiellement des entreprises qui sont plus petites, je suppose. Oui. D'accord. Évidemment, normalement, dans ces cas-là, on parle des petites et moyennes entreprises. D'accord. Où les risques à ces facteurs externes, c'est plus fort. D'accord. Et au niveau des informations financières, Enron, c'était un géant américain de l'énergie qui a fait faillite, je crois, dans les années 2000. Oui, c'est ça. Et Wirecard, c'était juste il y a quelques années. Oui, il y a juste quelques années où on a vu comme ces entreprises qui sont arrivées à manipuler ou altérer les données financières. Donc, dans la manipulation, c'est-à-dire que ils manipulent les résultats réels et les présentent dans des bonnes conditions. Justement. Pour l'écosystème qui investit dedans. Justement. Donc, ils vont essayer de manipuler les résultats parce qu'évidemment, le cœur des données financières, finalement, c'est les résultats pour donner une image meilleure à ce qu'ils sont en réalité. D'accord. Et donc, ça va naturellement nous emmener vers la qualité des données auxquelles on a accès, puisque les données peuvent être manipulées et en tant que chercheur, on va utiliser peut-être ces données pour pouvoir prédire les faillites. Et une question qui vient et qui est très actuelle, c'est est-ce que, par exemple, l'IA peut aider à générer des données synthétiques plus réelles? Et que penses-tu donc de la qualité de données et l'effet de l'IA? Oui, en fait, c'est un moyen très important qui nous a permis de développer des modèles plus précis, plus performants. Et parce que à côté de la qualité de l'information, il faut savoir que dans les modèles de faillite, il y a un autre souci, un autre défi, que c'est la proportion des entreprises. Parce que, évidemment, dans la population, il y a beaucoup plus de entreprises saines que des entreprises faillites. Dans l'information que nous collectons, ils vont nous donner une vision sur les entreprises saines plutôt que les entreprises faillites. Donc, on arrive à un problème de déséquilibre dans l'échantillon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises saines que faillites. Donc, dans ce cas-là, l'AI, ce que nous permet, c'est de créer cette donnée synthétique. Ça veut dire avoir la même information sur les entreprises saines et défaillantes. Donc, c'est une façon dans laquelle, actuellement, on utilise l'intelligence artificielle, surtout pour que les modèles soient plus performants. D'accord. Et tu parles donc d'entreprises potentiellement qui peuvent faire faillite de 2 à 5%. C'est assez faible comme
taille par rapport à la population totale des entreprises. Néanmoins, elles sont importantes. Et pourquoi, dans ce cas-là? Voilà, c'est très important, spécialement parce que même s'ils représentent une proportion très petite dans la population, l'effet et les coûts de la faillite de ces entreprises peut devenir très fort. Parce qu'évidemment, lorsqu'une entreprise tombe en faillite, il en perd un poids et les taux de chômage ils vont augmenter. Et aussi, il va réduire la capacité économique d'un pays. Donc, celui-là, c'est un peu les coûts directs, les coûts qu'on peut observer chaque fois qu'une entreprise tombe en faillite. Mais il y a aussi des coûts moins inconnus, qui sont les coûts qu'on dit indirects. Par exemple, là, on a parlé tout de suite sur l'effet contagion. Donc, les risques pour un fournisseur ou un prêteur de tomber en faillite parce que son client, il a fait faillite. Donc, évidemment, c'est un coût et c'est un risque potentiel chaque fois qu'une entreprise tombe en faillite. Et moi, je voulais aussi mentionner un coût que c'est toujours laissé un peu à côté, que c'est le coût du manager. Un peu la stigmatisation. Ça veut dire le fait que quand un manager il est lié à l'échec ou à la faillite d'une entreprise, il n'a plus l'envie de recommencer ou d'être lié dans le monde de l'e-commerce. C'est intéressant. On n'a pas beaucoup discuté de l'aspect du management et que, par exemple, récemment, on a des exemples avec Boeing, avec Intel, qui sont des grosses entreprises. Elles sont peut-être pas zombies pour l'instant, mais qui sont en difficulté financière à cause des choix des managers. Quand ces entreprises sont assez larges, assez grandes, il y a un intérêt, surtout dans les gouvernements, pour qu'elles continuent. Donc, finalement, il y a un fort risque que ces entreprises ils vont devenir zombies, qu'ils seront zombifiés. D'accord. Je voudrais donner un exemple pour nos auditeurs, un exemple français peut-être qui sera parlant, c'est Atos. Atos est, je sais pas si déjà est une entreprise zombie, mais ça fait 2-3 ans, il change de management de façon régulière. C'est une entreprise très stratégique française qui gère des activités très importantes, entre autres toute la partie qui était liée à l'informatique des Jeux Olympiques. Et l'État ne peut pas laisser tomber cette entreprise et qu'elle soit en faillite parce que ça a des impacts très très stratégiques. Évidemment. Et là, on revient toujours à l'interdépendance qu'on a parlé dans le début. Ça veut dire qu'il y a un intérêt très fort pour qu'une entreprise continue dans le marché, mais que sa viabilité économique, on peut la mettre entre guillemets en question. Donc, effectivement, on vient vers les conséquences. Donc, quelles sont les conséquences économiques pour l'économie de ces faillites, les coûts de la faillite que tu développes dans le chapitre 5. Est-ce que tu peux en parler plus? Oui, tout à fait. En fait, on a dit qu'il y a un coût direct, un coût indirect, mais il faut surtout se focaliser un peu dans les méthodes que nous utilisons actuellement pour pouvoir prédire la faillite. Okay? Parce qu'on a parlé aussi de l'intelligence artificielle, qui nous a permis de développer les modèles plus performants parce qu'ils vont générer des modèles plus complexes qui peuvent mieux comprendre la faillite. Mais il faut savoir que l'application des modèles d'intelligence artificielle constitue aussi un défi parce que ces modèles ils doivent être interprétables alors que à cause de la complexité générée par les intelligences artificielles, c'est très difficile à comprendre qu'est-ce qu'il passe dedans pour pouvoir prendre la décision. So, nous, en tant que financiers, on doit pouvoir expliquer comment nous arrivons à une décision particulière. Donc, il y a actuellement un fort intérêt, surtout dans l'application des méthodes d'intelligence artificielle, pour qu'ils soient interprétables. Et c'est un domaine qu'il y a beaucoup de potentiel et qui, à mon avis, c'est l'avenir dans le monde de l'intelligence artificielle appliquée à la finance. D'accord. Et on a un petit peu discuté de la possibilité de la manipulation des données, surtout pour les entreprises
qui sont potentiellement zombies. Comment peut-on détecter ces fraudes le plus tôt possible? Bon, c'est assez difficile parce que cette manipulation, il faut savoir que dans la plupart des cas, il y a dedans la flexibilité comptable. Donc, la comptabilité, évidemment, il permet à certains des moyens pour donner les informations plus claires ou un peu plus cachées. Ok? Donc, il faut bien avoir des auditeurs qui regardent ça et qui nous permettent de pouvoir identifier ce type de manipulation. On a vu tout à l'heure que les parties prenantes, donc que ce soit les banques, les pouvoirs publics, les créanciers, des fois ont tous intérêt à garder l'entreprise en vie. Et on a vu même dans le cas de Wirecard ou d'Enron ou certaines entreprises récemment en Chine comme Evergrande, où les auditeurs, les géants auditeurs, ont aussi été un petit peu la main dans le... Il faut savoir finalement que les entreprises, ils vont payer l'auditeur. Donc, et surtout, les grandes entreprises, il y a un pouvoir très fort pour faire la pression aux auditeurs pour arriver à les résultats, pour montrer les résultats qu'ils vont. Mhm. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger, est-ce que les auditeurs sont indépendants? Oui, en fait, c'est ça la question finalement. Est-ce que vraiment l'auditeur, il est 100% indépendant pour donner sa voix librement? Merci David pour ce partage sur les entreprises zombies, surtout l'explication, le fait que des fois les entreprises sont zombies malgré elles-mêmes, parce que les pouvoirs publics ou les différentes parties prenantes aident à les rester dans leur état. C'est important pour nos étudiants de savoir reconnaître éventuellement une entreprise zombie et surtout qu'ils soient plus éclairés, avertis à identifier ces entreprises afin que quand ils investissent, eh bien, ils peuvent savoir, surtout aujourd'hui, il ne faut pas investir dans Atos et de pouvoir investir dans les bonnes entreprises. Donc, merci David pour cet échange. Merci Vipan, c'était un vraiment plaisir pour moi et de faire connaître cet sujet très intéressant et Oui. récemment très important et d'un intérêt très fort. Merci. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.